Le jeu vidéo est potentiellement un art, évidemment. Je pense que ces 3-4 dernières années, il a commencé à découvrir l'étendue de son potentiel en tant que matière artistique, que matière malléable. Il y a encore un petit peu trop pas d'enjeux industriels, mais un peu trop de réorganisation industrielle pour qu'on puisse vraiment savoir à quoi il va ressembler en définitive. Si on devait faire un parallèle avec le cinéma, je pense qu'on est à l'heure actuelle à l'équivalent de l'établissement d'Hollywood au début des années 20. Donc les choses sont vraiment en germe en fait. Par contre, évidemment, il a découvert son potentiel créatif, ça c'est une évidence, et il a découvert sa puissance en tant qu'industrie, ça aussi c'est une évidence. Les éditeurs, les distributeurs, que ce soit dans le jeu vidéo comme pour le cinéma, n'ont pas vocation à préserver des choses lorsqu'elles ne leur rapportent pas de l'argent à court ou à moyen terme. Donc personne ne s'en occupera si des organismes, et généralement des organismes aidés par l'État, ne s'en occupent pas. La naissance de la Cinémathèque française, elle a été motivée au départ par 3 cinéphiles à qui personne n'avait rien demandé, mais qui, pour leur propre plaisir, récupéraient des films qu'ils avaient aimés, qu'ils avaient vus dans leur enfance, dont ils s'étaient aperçus que les copies avaient été généralement jetées à la poubelle. Donc ils faisaient le tour de France à la recherche de ces copies. Au départ, c'était pour se les protéger, pour les projeter à eux et à leurs amis, avant de découvrir avec effroi qu'en dehors des copies sur lesquelles ils mettaient les mains, personne ne les conservait. Et c'est là qu'est née progressivement l'idée d'une conservation du patrimoine des films. Et quand ils ont commencé à faire ça, donc ces fondateurs, c'était Henri Langlois, Jean Mitry et le réalisateur des Yeux sans visage, Georges Franju, lorsqu'ils ont découvert l'ampleur du problème, il était déjà très tard. À cette époque-là, environ 2 tiers des films muets avaient disparu, littéralement disparu de la surface de la planète. Donc ça donne une idée de ce qui aurait pu guetter le jeu vidéo si des gens ne s'étaient pas pris suffisamment tôt pour commencer à préserver ça. Ben, peut-être pas avec cette ampleur, parce que le cinéma a servi de leçon, quelque part, en disant oui, on peut vraiment perdre beaucoup si on n'y prête pas attention. Mais je pense par exemple que tous les jeux qui sont sortis dans les années 70 sont les plus fragiles à ce niveau-là, parce que c'était vraiment une époque où la durée de vie estimée n'excédait pas les quelques semaines, et les distributeurs, les éditeurs ne voyaient absolument pas l'intérêt de garder des archives de ces choses-là. Donc il y a déjà un certain nombre de jeux vidéo dont on peut être sûr qu'on ne les reverra plus jamais, qu'on est vraiment disparu de la surface du globe. Mais plus on avance dans les années, bien heureusement, et plus il sera facile de retrouver des copies. Et sinon, oui, c'est un travail à faire. Et encore une fois, il faut insister là-dessus, ce ne sont pas les industriels qui vont le faire. Ils donneront peut-être quelques gages, mais ces gages-là, ils ne les donnent que s'ils ont moyen de faire de l'argent derrière, en découvrant par exemple le rétro gaming, qu'il avait une vraie valeur commerciale. Évidemment qu'ils vont se mettre à refouiller dans leurs archives, à voir ce qu'ils peuvent conserver. Si on peut faire de l'argent avec, ils le feront. Mais s'ils estiment que c'est pas rentable, ils oublieront. C'est pas que ce serait bien d'avoir un équivalent de la cinémathèque pour le jeu vidéo, c'est que c'est absolument indispensable. Vraiment indispensable. Rien n'est éternel. Si on ne préserve pas les choses, elles disparaissent. Donc, à moins de vouloir se retrouver dans quelques années à refaire tous les greniers de France dans l'espoir de trouver des vieilles Famicom et des cartouches en bon état, et dépenser du coup beaucoup d'argent pour restaurer des choses qui ont été atteintes par le temps, autant s'y prendre maintenant et conserver tout ce qu'on peut conserver. Et je pense notamment au niveau de la France, c'est cocardier de dire ça, mais notamment en ce qui touche à l'industrie du jeu vidéo français. Parce que là j'ai pas l'impression qu'ils soient aussi bien lotis. Le Japon et les États-Unis sont un peu mieux lotis parce qu'il y a de grands groupes industriels qui ont réussi à rendre leur patrimoine commercial et qui donc vont le conserver un peu. Mais j'ai pas l'impression que la même chose se soit produite en France. Donc toutes les œuvres qui ont été développées par des développeurs uniques dans leur chambre d'étudiants, ces choses-là,
pour peu que les ayants droit soient un peu éparpillés dans la nature, ces choses-là peuvent disparaître à très grande vitesse. Moi, ce qui m'a rapproché, au départ, je suis cinéphile que gamer, et ce qui m'a rapproché de l'association MO5, c'est précisément son modus operandi. Parce que connaissant bien l'histoire du cinéma, je me disais, ok, c'est bon, quelqu'un a enfin percuté sur l'urgence de la méthode. Donc oui, évidemment, je soutiens de fait MO5 dans cette démarche-là, puisque c'est une démarche à laquelle que j'estimais urgente avant même de connaître l'existence de cette association. Il y a un titre auquel j'aimerais bien jouer, mais hélas, je ne me souviens plus du titre en question. C'était un jeu sur Macintosh, je crois, de la fin des années 80, début 90, dans lesquels on interprétait une espèce de chevalier idiot dans un château aux multiples pièges. Et c'était un jeu qui se voulait humoristique. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça s'appelait, mais j'avais joué quelques heures à ça. Alors si quelqu'un aidez-vous, c'était donc sur Mac, fin 80, début 90, un jeu médiéval comique. Merci d'avancer les titres.